Donc je vous invite à profiter de la présence de nos intervenants, peut-être pour vous questionner. Est-ce que ces éléments qu'on vous propose ce matin vous interpellent? Est-ce que vous vous y reconnaissez? Est-ce que vous vous y reconnaissez pas du tout? Jean Verlaine, une réaction? Il faudra que vous me passiez votre micro, parce que j'arrive toujours pas à faire marcher le mien. Mais oui, j'ai bien évidemment... il y a 5 points qui me semblent importants. Je vais être très très bref. Le premier, Loïc Puteux nous a dit très clairement, et c'est vraiment une nouvelle exceptionnelle, enfin, et qui est bien révélatrice de ce que notre pays est en train de gagner. Les politiques publiques ont inversé leur sens. C'est-à-dire que les politiques publiques vont du lieu à la région, ici. C'est ça qui est très très important. Il nous a dit combien les interventions pouvaient être diverses, pouvaient être variées et s'adaptent en permanence. Ça, c'est fondamental. C'est véritablement la clé de notre succès en cours. On va être très optimiste. La deuxième chose, Marion Julliot nous a bien expliqué que faire durable, c'était faire multicritères. On l'a bien vu sur les tableaux, etc. Ce qui sous-entend que faire durable, c'est nécessairement faire complexe. Normal, c'est évident, puisqu'on s'adapte en permanence. Et cela, bien sûr, me fait dire assez rapidement, ou penser, attention à tout ce qui est simplificateur. C'est très très dangereux. C'est-à-dire que les gens qui viennent et qui disent « j'ai la solution qui fonctionne pour tout » sont des gens très dangereux. On le savait déjà avant. Arrêtons. Donc, étudions, travaillons, réfléchissons. La matière la plus économique que nous ayons pour le développement durable, c'est la matière grise. Ensuite, troisième chose, et qui est également une excellente nouvelle, c'est que, et c'est Isabelle Maquin qui nous en a parlé, les outils ne tournent pas pour eux. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que l'agence d'urbanisme abrite le SCOT. Voilà, c'est bien. C'est-à-dire que les outils ne tournent pas pour leur mission textuelle, inscrite dans la loi, etc., mais elles tournent pour leur territoire et elles absorbent les missions. Finalement, c'est rudement bien, parce qu'on part des missions, on part plus des outils. Je peux vous citer, mais je serai très aimable, un certain nombre de collectivités qui sont prisonnières de leurs propres outils, qui développent leur propre logique, et puis après, on développe les missions qui conviennent bien à l'outil, et pas les missions qui conviennent au territoire. Troisièmement, et ça a été très clair, mais il faut qu'on le crie très très fort, la maîtrise publique de l'aménagement est fondamentale pour réussir. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans une société de consumérisme, nous sommes dans une société où c'est la collectivité qui maîtrise sous toutes ses formes, et si possible sous une forme démocratique. Dans notre pays, ce n'est absolument pas mis en cause. Donc la maîtrise publique du foncier est tout à fait prégnante, et elle a été très précise. Attention aux politiques d'opportunité. Donc c'est très compliqué pour les élus parce que le mandat est toujours trop court vis-à-vis des procédures, et il faut penser très très loin. Ensuite, et ça me tient vraiment à cœur, et c'est le 5e point, la mutation urbaine permanente, c'est-à-dire le recyclage des territoires, le recyclage des lieux et le recyclage des habitats, des outils, des bâtis est le point fort de la fabrication de notre société, c'est le renouvellement urbain. Voilà, c'était, il me semble, les 5 points que j'ai... Enfin, c'est les 5 points que j'ai notés, et 5 points qui me semblent importants. Merci. Entre-temps, j'ai trouvé la solution au problème technique. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Est-ce que vous avez envie de poser des questions, de faire des remarques? On peut faire circuler un micro. Oui, il y a des questions à gauche. Je peux faire circuler le mien aussi. Donc on a vu aussi l'importance d'établir un diagnostic, de bien connaître son territoire, et puis on parlera aussi de quels besoins identifier, et c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on peut redonner de l'attractivité. Voilà, merci de vous présenter. Oui, bonjour, Benoît Contet, je suis architecte et ingénieur, et je voulais réagir sur la question de l'aménagement des territoires ruraux. C'est une question qui s'adresse un peu à tous les intervenants, parce que les sujets ont été répétés plusieurs fois. Et vient notamment de l'intervention de Madame Maquin, qui nous disait aujourd'hui, on fait un peu tous pareil dans notre manière d'aborder les territoires. Et si on fait tous pareil, ça doit vouloir dire qu'on sait ce qu'on doit faire sur les territoires ruraux.
Et je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Verlaine. Il me semblait que, enfin je suis assez convaincu là-dessus aussi, c'est que le rôle des territoires ruraux aujourd'hui est difficilement préhensible. En tout cas, hier c'était le grenier des villes, le vivier de chair à canon. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on sache qu'est-ce que c'est que le devenir des espaces ruraux. Et d'amener des solutions qui se répètent et qui sont lissées d'une région, d'un département, d'une commune à l'autre, j'ai l'impression qu'on est en train de mener la même démarche qu'on a menée il y a quelques années sur les écoquartiers et qui aujourd'hui nous amène à faire la même chose, qu'on soit à Bordeaux, qu'on soit à Lyon, qu'on soit à Montpellier, que certains ont théorisé comme l'urbanisme moyennement chiant, c'est-à-dire que on amène un lissage général de la manière d'aborder l'urbanisme et les espaces publics. Et puis, la présentation de Madame Julliot me confirme dans cette idée, c'est-à-dire que même au niveau de l'habitat, on retrouve cette intervention lissée, c'est-à-dire on fait intervenir des bureaux d'études pour amener des solutions d'un point de vue énergétique. Alors, je ne remets pas du tout en cause votre démarche, hein, j'apporte pas de solution, j'apporte d'autres questions peut-être. C'est-à-dire que je suis quand même extrêmement choqué que pour réhabiliter du bâti ancien, on s'intéresse à l'architecte uniquement au moment où il y a une notion de patrimoine, alors un bâti particulier, une moulure, une décoration dans un coin à reprendre. L'architecte est quand même le spécialiste de l'habitat et de la construction. Et je trouve très dangereux de confier à des ingénieurs, je suis désolé s'il y en a dans la salle, je le suis moi-même, hein, je suis bien parlé pour en parler. Ces questions-là qui sont très très importantes et non seulement la performance énergétique des logements, des bâtiments anciens existants, se pose la question de leur aspect culturel, de leur aspect social et c'est pas des bureaux d'études en énergétique qui vont apporter ces réponses-là. Merci de poser votre question, s'il vous plaît. Donc, ouais. Oui. Voilà, je voulais poser la question à la base sur quel avenir donne-t-on à ces espaces ruraux et quelle place ont-ils sur le développement du territoire français? D'accord, donc une question sur la diversité et puis la diversité architecturale. Peut-être Isabelle Maquin et Marion Julliot, vous voulez répondre? Merci. Oui, je vais donner 2-3 éléments de réponse ou en tout cas venir repréciser ce qu'on fait. C'est exactement le contraire de ce que vous avez compris. Alors j'ai du mal à m'exprimer. Justement, la notion de dent creuse, c'est une démarche au départ qui est itérative chez nous et qui est reproduite partout. Mais justement, l'idée c'est de dire on a les mêmes enjeux, on a les mêmes façons d'aborder les choses, mais on ne doit pas trouver les mêmes réponses d'un territoire à un autre identiques. Donc globalement, on fait exactement le contraire que ce que vous nous prêtez. On a eu un outil qui a le mérite d'être disponible auprès de tout le monde, mais malgré tout, une fois qu'on a déterminé les espaces à enjeu, c'est là qu'on rentre dans le projet différencié, tout simplement parce que la commune lambda ne ressemble pas à celle d'à côté, elle n'a pas les mêmes fonctions, elle n'a pas le même projet, elle n'a pas le même avenir, et donc tout ça, bien évidemment, doit être mixé. Pour illustrer mes propos de façon très rapide, la méthode que nous, on a élaborée pour identifier ces fameuses dents creuses, c'est la nôtre. Je veux dire, le 2500 m², ça ne veut peut-être rien dire chez vous, d'autant qu'il n'y a pas qu'une question de surface, il y a une question d'accessibilité, il y a une question de largeur, il y a une question de longueur, il y a une question de proximité ou pas. Donc tout ça pour dire que cette méthode qui paraît être peut-être au départ répétitive, je suis allée la présenter à mes collègues de Strasbourg qui m'avaient demandé de venir intervenir. Vous imaginez bien que le 2500 m² à Strasbourg, ça les a fait rire. Donc on n'est pas sur la même chose. Aujourd'hui, l'outil qu'on a développé à Besançon depuis une dizaine d'années pour aider les collectivités à s'interroger sur leur potentiel, sur leurs projets, sur leur devenir, je l'ai présenté également au PNR du Haut-Jura sur lequel on a une mission d'accompagnement du SCOT. Ils n'ont pas refait la même chose. Tout ça pour vous dire que non, l'idée c'est pas de refaire partout, et d'ailleurs, soit dit en passant, il me semble que ce qu'on a fait beaucoup partout tout le temps, c'est les lotissements. Et tout ce qu'on vous a présenté ce matin, me semble-t-il, a pour objet justement de faire de l'urbanisme différemment, de donner une capacité des territoires à se développer, à se retrouver un avenir, mais tout en proposant quelque chose qu'on ne veut plus les uns et les autres, les mauvais lotissements découpés en tablettes de chocolat, avec une maison au milieu qui ressemble à rien, qui n'amène pas forcément du lien social, qui n'est pas très beau d'un point de vue architectural comme d'un point de vue urbanistique, soit dit en passant. Bon bref, voilà, donc non, bien évidemment,
On passe beaucoup de temps dans les communes et on ne fait jamais dans la commune lambda ce que l'on propose dans la commune d'avant. En revanche, on est là tout le temps pour accompagner les élus à réfléchir, à se doter de moyens et effectivement à trouver des solutions qui soient leur solution et pas la solution du voisin. Soit dit en passant, il y a de très bonnes solutions parfois à les piquer chez les voisins quand même. Alors, on aura cet après-midi des illustrations pour répondre aussi en partie à votre question par le programme de cette journée. Cet après-midi, on aura des illustrations de quelle pertinence peut avoir une approche pluridisciplinaire où les architectes, dont les architectes ne sont bien évidemment pas exclus puisqu'il est question de qualité architecturale. Alors, sur le paradoxe peut-être que vous soulignez entre caractéristiques architecturales et performance énergétique, Marion Julliot, vous voulez apporter des éléments de réponse? Je crois que c'était pas trop votre propos non plus. Non, pas trop. Du coup, l'objectif du second guide que j'ai présenté, c'est bien d'apporter aux élus des billes pour être critiques vis-à-vis des bureaux d'études qui appliqueraient des méthodes toutes faites, en fait. Donc, il faut bien structurer la démarche. On intègre les architectes dès le début pour du coup développer, pour réellement définir les objectifs. Il n'y a pas que la rénovation énergétique, il y a donc toutes les autres problématiques qui sont associées. Et en plus, comme on ne connaît pas trop ce sujet, on applique des méthodes un peu toutes faites, on l'a fait ailleurs, ça évolue très vite. Donc l'intérêt, c'est vraiment de sensibiliser les élus et les techniciens en disant structurez bien votre demande, demandez de la simulation thermique dynamique, ne demandez pas des DPE toutes faites, sinon on risque de mettre en danger le patrimoine ancien. Il y avait une autre question. Alors, dans la salle, les personnes qui sont dans la salle, vous pouvez utiliser les micros, donc à condition de bien éteindre ensuite pour qu'on n'ait pas de problème à la tribune. Merci. Merci de vous présenter. Yves Simon de l'association Village Ancien, Village d'Avenir, qui est une association de sauvegarde du patrimoine rural en Haute-Bourgogne. Je voulais poser à Mme Maquin une question au sujet de l'établissement d'un SCOT. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus la démarche et comment vous arrivez à obtenir l'adhésion d'un nombre important de communes sur un SCOT? Et d'autre part, j'aurais une question aussi pour M. Puteaux au sujet des documents d'urbanisme, parce que quand nous échangeons avec des maires ruraux sur les documents d'urbanisme, certains ne voient pas très bien l'intérêt d'un PLU, voire d'une carte communale, et certains de toutes petites communes qui ont très peu de ressources nous disent on n'a pas les moyens de se payer des documents d'urbanisme. Alors je voulais faire deux suggestions. Est-ce qu'il ne serait pas possible que la région se décentralise un peu plus et organise des réunions comme celle d'aujourd'hui, beaucoup plus simplifiées, mais en se rapprochant des maires ruraux? Et puis, d'autre part, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une petite incitation financière pour ces documents d'urbanisme pour les communes qui ont un budget très, très, très réduit? Alors, d'abord, réponse d'Isabelle Maquin, peut-être. Donc, vous me demandez comment on fait un SCOT et comment on le réussit, en fait. Sans prétention de ma part, parce qu'évidemment, on a une démultiplication du nombre de SCOT sur le territoire national, c'est tout à fait logique, c'est le code de l'urbanisme qui amène cet état de fait, la fameuse règle de constructibilité limitée qui s'offre à tout le monde, qui ne sera pas dans un territoire couvert par un SCOT à plus ou moins long terme, 2017 en gros. Bref, faire un SCOT, ça veut dire, c'est très politique ce que je vais vous dire, faire un SCOT, ça veut dire avoir des élus qui, à un moment donné, sur un territoire donné, s'accordent à penser qu'ils sont dans un même espace de vie et qui doivent se poser la question de ce qu'ils veulent en faire. Et après, le technicien arrive en complément et se substitue à aucun moment sur le rôle des élus.
Faire un SCOT, ça veut dire, et pour le réussir, en tout cas pour l'expérience que j'ai à Besançon, celui qu'on commence à acquérir sur le PNR du Haut-Jura, c'est bien évidemment, il y a des documents obligatoires, il y a des phases obligatoires, il faut faire le diagnostic du territoire, etc., etc. On a tout un tas de ce que j'appelle de figures imposées par le Code de l'urbanisme qui fait qu'écrire un SCOT, il faut qu'on retrouve, et c'est là où c'est le côté un peu normatif qu'évoquait la personne qui a posé une question avant, on retrouve dans les SCOT la quasi-totalité de toutes les thématiques qu'on peut s'attendre à trouver, mais c'est complètement lié au fait que le Code de l'urbanisme nous contraint là-dedans. Après, comment on fait pour réussir un SCOT? J'ai évoqué très rapidement tout à l'heure le fait que sur Besançon, ça nous avait pris un petit peu plus de temps que prévu. Au début, comme tout territoire, on avait prévu de faire ça en à peu près 4-5 ans, et puis finalement, ça nous a demandé 8. Ça nous en a demandé 8, tout simplement parce qu'au milieu, s'est posé la question de l'habitat, du logement et des objectifs qu'on s'accordait collectivement à faire. À prendre. Et là, effectivement, ça a pris beaucoup de temps, tout simplement parce que, entre guillemets, on a eu raison un peu trop tôt par rapport au Code de l'urbain en tant qu'agence d'urbanisme. On a été à l'origine, en partie, du blocage, tout simplement parce qu'on voulait amener notre territoire un peu plus loin par rapport à la manière dont envisageaient les élus initialement et puis par rapport au fait qu'on n'était pas collectivement tous prêts. Pour dire les choses à peine différemment, pour que ça réussisse, il faut être convaincant, il faut prendre son temps. Globalement, c'est passé par des dizaines et des dizaines de réunions dans le comité syndical, dans les secteurs, dans les communes. On est allé rencontrer les élus, les habitants autant de fois que nécessaire. On a répondu à toutes les questions. On a illustré ce qu'on voulait faire en mise en œuvre. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur la question des dents creuses, on a amené les outils, on expliquait comment on allait accompagner les communes. Quand on a amené la question de la densité, on leur a expliqué comment, par l'exemple, où ça se faisait déjà, et donc le fait que ce n'était pas une révolution, etc. etc. Donc, réussir un SCOT, c'est prendre le temps de se parler et d'avoir des décisions qui sont à la fin, des décisions qui sont prises dans leur âme et conscience, je parle des élus. Au final, on a peut-être pris 2 ans de plus par rapport à ce qu'on avait imaginé, mais au final, il a été voté à l'unanimité, à l'exception notable de quelques élus de la ville de Besançon, mais on rentre là dans l'opposition politique et non pas dans le projet en tant que tel. Ils étaient d'accord sur le projet, c'était plus voilà, un fait politique, pas anecdotique, mais presque à l'intérieur d'un comité syndical de SCOT. Mais toutes les communautés de communes très rurales, je veux dire, en dehors de Grand Besançon, on travaille sur des communautés de communes de 5 à 7 000 habitants. On a des communes de 100, 200 habitants qui sont bien évidemment la norme dans ces territoires-là. Ils ont tous voté à l'unanimité ce document et aujourd'hui on le met en œuvre et on est honnêtement bien accueillis. Alors évidemment, ça nécessite des moyens de mise en œuvre aussi. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Si on écrit un document et puis qu'il a pour objet de caler le bureau, ça ne sert à rien. C'est un peu ce qui s'était passé avec le document précédent. Là, on avait des élus qui se sont dit on ne veut pas la même chose qu'avant, donc on va se mettre d'accord sur ce qu'on écrit, mais après on va le faire. Et donc ça nécessite après des moyens de mise en œuvre et des outils type agence d'urbanisme ou autre. Très bien, donc les problématiques de pédagogie que soulève le SCOT, donc pour enchaîner, alors quel est le rôle de la région dans ce rôle pédagogique finalement et d'animation et de concertation sur lequel on va revenir probablement cet après-midi également. Loïc Puteaux. Je pense que sur les documents d'urbanisme, les chefs de la région, c'est le SCOT. Donc du coup, on est aussi moteur pour que ces outils-là se développent, fixent les grandes orientations et définissent finalement les axes du projet politique du territoire en question. Donc on est plus à pousser, à inciter les SCOT à financer éventuellement, quand les territoires le souhaitent, ces démarches-là, plutôt que d'accompagner le développement. Alors, carte communale, je serais presque à dire aujourd'hui, il faut peut-être inventer une carte intercommunale, puisqu'il me semble que les lois prônent maintenant, mais bon, c'est plus de la responsabilité et de la compétence de l'État, des PLU intercommunaux. Du coup, aussi prendre de l'échelle. C'est pour ça qu'on a positionné les stratégies locales de l'habitat à cette échelle-là. La question de l'habitat ne se pose pas, à notre sens, à l'échelle communale, mais à une échelle supracommunale. L'autre point, décentralisation. Alors, je ne sais pas ce que vous entendiez par décentralisation. Ma réponse, c'est on va aller vous rencontrer. On va aller auprès des territoires pour présenter aussi cette démarche-là et sensibiliser, vous accompagner dans cette nouvelle façon de faire. Donc ça, c'est prévu. Le problème, c'est qu'on est obligé, du coup, vous savez aussi comment le monde politique fonctionne, tant que la décision n'est pas prise. On ne peut pas non plus tout dire et tout mettre en route. Donc, sur le premier semestre 2015, c'est bien l'objectif des services de la région d'aller auprès des territoires pour présenter cette nouvelle façon de faire, sensibiliser, vous accompagner.
au regard du niveau de sensibilisation que vous avez déjà ou pas sur ces questions. Donc on est bien à se rapprocher du terrain, et c'est bien dans la ligne de ce que la région fait depuis 15 ans en conseillant, accompagnant les projets, notamment en milieu rural où les besoins d'ingénierie sont les plus importants. Comment ça va se passer concrètement? Vous allez cibler, vous allez aller dans la région va aller dans des territoires ciblés comme le propose le SRAT. Est-ce qu'il y a un accompagnement aussi peut-être particulier qui va être proposé dans le cadre de l'appel à projet aménagement durable que la région a lancé et dont les lauréats sont connus aujourd'hui? Comment ça se passe concrètement? Sur l'appel à candidature, effectivement, les lauréats sont déjà connus, ils sont déjà accompagnés. Les projets sont en cours de démarrage, les appels d'offres sont lancés. Donc là, on accompagne effectivement ces lauréats-là. On est sur un dispositif particulier, spécifique, qui est déjà en cours. Sur l'autre approche, c'est vraiment en s'appuyant sur les territoires. Donc la région est l'animateur des politiques territoriales en Bourgogne. Donc on va s'appuyer sur les pays, les anciens pays, les nouveaux PETR, enfin, les territoires de projet à une échelle qui est vraiment supracommunale, et voir avec eux comment faire cette sensibilisation, cet accompagnement. Sur certains pays, ça va être à l'échelle d'un pays. Sur d'autres pays, ça peut être seulement une ou plusieurs intercommunalités qui seront à accompagner. Donc là, l'échelle aussi est variable. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aux besoins, du coup. Là aussi, on en revient à inverser un petit peu les choses. D'accord, on verra les autres organismes et les autres structures qui peuvent proposer justement des démarches d'accompagnement à cette échelle intercommunale ou de territoires plus vastes que peuvent être les pays, voire les parcs, puisqu'on aura l'intervention de 2 parcs régionaux cet après-midi. Il y avait une autre question, monsieur. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, levez la main, s'il vous plaît, pour qu'on vous voit. D'accord. Alors, monsieur, oui. D'abord. Je suis Jean Cavaillès, chercheur à l'INRA en économie, et je travaille sur le périurbain. Je vais avoir une question à monsieur Puteaux, mais elle va porter sur les transports. Ça peut sembler une bizarrerie dans une journée qui est consacrée au bâtiment, à l'habitat, à l'urbanisme, etc. Mais pour expliquer cette bizarrerie, quand même, je prends 2 minutes pour rendre compte un peu de la démarche. En fait, on est dans un climat de culpabilisation assez général du périurbain et des villages. Ça émet des gaz à effet de serre, ça mange des terres agricoles, c'est trop peu dense, sans parler du fait qu'il y a trop peu de vie sociale, etc., etc. Cette image est fausse, en fait, à ce niveau de généralité. Je dirais qu'elle s'applique assez bien au périurbain du sud du pays, où vous avez une maison avec piscine, un champ, une maison avec piscine, un bosquet, une 3e maison avec piscine, un nouveau champ, etc. Là, oui, les gens sont enserrés dans un habitat urbain et on ne peut pas cultiver. Et là, oui, on ne peut se déplacer qu'en voiture, parce que, effectivement, c'est trop saupoudré. En fait, on a, avec la même densité de population communale, un tout autre type d'habitat ici, en Bourgogne, et dans la plupart des régions du nord du pays, dans lequel on a des villages qui sont denses. C'est-à-dire, si on rapporte la population au polygone bâti, on est à plusieurs centaines d'habitants par hectare. Hein, ça fait beaucoup. Et à côté de ces villages qui sont séparés par 2-3 kilomètres, vous avez des champs immenses, où vous avez de grandes forêts qu'il est facile de cultiver ou de gérer rationnellement. Et avec les mêmes caractéristiques de densité, vous avez là un tissu en fait d'habitat qui, lui, est durable, à une condition, je vais y arriver sur les transports. Il est durable parce que l'habitat est dense, il faut certes le restaurer, en particulier les cœurs de village, et c'est en ce sens que mon intervention est tout à fait liée à la thématique de la journée. Il faut raboter les dents creuses, il faut que l'habitat ancien soit correctement habitable, pas énergivore, etc. Mais si on résout une question qui est celle des transports, vous avez une forme d'habitat qui est plus durable que les villes denses. Parce que cet habitat dans les villages périurbains dont je parle, il coûte beaucoup moins cher. Pourquoi les gens vont aller dans des pavillons à la campagne? C'est parce que ça coûte 3 fois moins cher, enfin beaucoup moins cher. Je ne dis pas 3 fois, c'est une erreur, je me laisse un peu emporter. Mais il coûte beaucoup moins cher qu'un habitat, un appartement dans des immeubles urbains où il y a des normes de sécurité, où il faut des ascenseurs, où il faut des sous-sols pour les voitures, etc., etc. Donc c'est moins cher et c'est durable si on peut permettre aux gens de se déplacer autrement qu'avec leur voiture. Et donc ça renvoie à la question de comment est-ce qu'on peut avoir des transports en commun
Alors que la politique des transports, c'est exactement la question précédente, en fait. Elle est gérée au niveau des communautés urbaines ou d'agglomération, au niveau des SCOT, au niveau des départements, au niveau des régions, et à chacun de ces niveaux, elle est en général assez peu coordonnée à la politique de l'habitat et de l'urbanisme. Et donc, alors que c'est la moitié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir l'un sans examiner effectivement l'autre. Et tant qu'on n'aura pas cette coordination à la fois entre différents organismes territoriaux et entre différents acteurs politiques, d'un côté habitat et urbanisme et de l'autre transport, eh ben, on ne rendra pas durable cet habitat périurbain en obligeant les gens à continuer à prendre leur voiture individuelle, alors qu'ils seraient prêts, s'ils avaient un temps de transport à peu près correct pour aller sur leur bureau urbain, ils seraient prêts à prendre les transports en commun. Donc voilà ma question sur la coordination des politiques des transports. Alors, merci pour cette précision, parce qu'effectivement, l'idée de cette journée, c'était aussi de sortir d'une vision très statique de l'aménagement pour aller sur une approche plus dynamique et le lien avec la mobilité. Et on sait le rôle du Césaire dans les études, les analyses, les diagnostics. Alors, peut-être Loïc Puteaux sur cette remarque. Est-ce que le lien avec la mobilité a été... comment est-ce que vous avez pris en compte la mobilité dans l'approche en différents pôles, puisque aujourd'hui on a compris que la région aurait un accompagnement différencié selon la spécificité du territoire qui est demandeur ou éligible éventuellement aux aides de la région. Je pense que c'est la question qu'il faut poser, effectivement. La mobilité, aujourd'hui, pour une région comme la Bourgogne, dans une optique d'urbanisme durable, c'est la question centrale. Avec l'État, l'ADEME, il y a à peu près 2 ans, je crois, on a organisé une journée sur... On les appelait encore écoquartiers à l'époque, du coup. La question de la mobilité, c'est celle sur laquelle, finalement, on n'avait pas de réponse. On ne sait pas comment faire. C'est une question qui est complexe. Comment on y répond? C'est que la question des transports, de la mobilité, est un critère qui a servi à établir l'armature urbaine et la liste des 205 pôles. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une priorité par rapport à ça. C'est pris dans le tri, dans le choix, dans la hiérarchisation des pôles en Bourgogne. Mais ça ne suffit pas. On est bien d'accord. Quand je parlais tout à l'heure d'organiser l'étalement urbain, c'est aussi par rapport à ça. Limiter l'étalement urbain, ça veut dire qu'on met tout sur les zones urbaines, qu'on gonfle encore le périphérique, du coup. Donc on irait encore le critiquer, le mettre en porte-à-faux et le rendre responsable de tous les maux, finalement, qu'ils soient sociaux, énergétiques, environnementaux et urbains, bien évidemment. Mais il me semble qu'on a brossé ce matin des solutions qui étaient plutôt dans l'idée de réutiliser l'existant et de justement redentifier, donc avec le phénomène des dents creuses. Vous avez parlé de la vacance aussi. Mais ma question, je vais la poser peut-être en forme de poil à gratter, mais en gros, est-ce que les territoires qui seront accompagnés demain par la région vont être ceux qui sont proches des réseaux de mobilité, des réseaux de transport, et comment est-ce qu'on réfléchit en termes plus prospectifs, comment est-ce qu'on peut rendre de l'attractivité à des territoires qui n'ont pas justement ces moyens de mobilité? Comment est-ce qu'on peut réfléchir à cette question-là? J'ai pas de solution miracle, hein. Je suis pas le simplificateur. On se doute, mais on est là pour y réfléchir ensemble. J'ai bien retenu la leçon aussi, du coup. Donc, parce que d'ailleurs, je peux vous dire, les transports en commun, je prends l'exemple de la Côte d'Or, il y a un Transco qui passe le matin, un Transco le soir. Donc du coup, les transports en commun sont là. J'exagère exprès. Mais c'est des choses qu'on entend aussi. Hein. Derrière, on n'ira pas forcément que sur les communes qui ont une gare, par exemple. Mais c'est organiser tout ça. Et les solutions de mobilité, elles ne sont pas que par les transports en commun. Elles sont par aussi le covoiturage, elles sont par le développement d'autres types de mobilité qui aujourd'hui sont émergentes. Donc il faut aussi prendre en compte tout ça. Moi, j'ai pas de solution, donc j'ai pas de réponse toute faite. Mais c'est un point qui est pris en compte, et il a été pris en compte dans l'appel à candidature aménagement durable. Mm-hmm. Les lauréats, dedans, il y avait une partie, du coup, à la fois par rapport à l'armature urbaine, mais par rapport aux services de transport en commun aussi qui étaient présents sur la commune ou dans la périphérie.
Donc c'est des critères sur lesquels on travaille aujourd'hui et qu'on prend en compte, bien évidemment. Alors c'est des problématiques qui sont aussi très présentes quand on s'intéresse à la précarité énergétique. Par exemple, la précarité énergétique, c'est souvent le mauvais état de l'habitat, mais c'est aussi et surtout la dépendance à des modes de transport qui sont très énergivores et de plus en plus... aussi l'effet barbecue, mais on va entrer dans la sociologie aussi, du coup... Qui peut être contestable sur certains points aussi. Ce qu'on peut retenir, c'est en tout cas la nécessité, et je mentionne que le Césaire est associé donc à la démarche du SRAD, puisque vous menez des prospectives dans ce champ-là. Alors il y avait une question là-bas, et puis ensuite devant. Bonjour, Joanne-Marie, je suis chargé de mission au développement rural dans les territoires. Je travaille dans plusieurs territoires en Saône-et-Loire, et en particulier sur certaines questions liées à l'habitat. J'ai une question pour Monsieur Verlaine. Vous avez évoqué à la fin de votre intervention tout à l'heure des outils innovants pour faire et pour passer de la réflexion au faire la réhabilitation dans les centres-bourgs. En Saône-et-Loire, je pense qu'on retrouve ça pas mal dans d'autres territoires en Bourgogne, notamment dans toute la partie ouest de la Saône-et-Loire. On a des chapelets de villes de 2 à 10 000 habitants qui aujourd'hui connaissent un marché immobilier détendu, mais qui est détendu notamment pas parce qu'il n'y a pas de demande ou de recherche immobilière, qui est détendu parce que l'offre aujourd'hui, elle est extrêmement dégradée, on a beaucoup de vacances, et donc au final, on n'est pas dans un rapport tendu-détendu comme on peut le trouver dans les métropoles, mais on est dans une détente qui est une détente subie, parce qu'on a peu d'investissements immobiliers. Quand on parle de la réhabilitation des bourgs-centres et des villes-centres, je pense qu'il est essentiel. Ou à Guignon. Est-ce que les outils que vous avez évoqués, merci, tels que les SPL ou d'autres formes d'outils innovants, sont des outils qui peuvent répondre à cette problématique-là? Et si oui, est-ce que c'est également des outils qui peuvent répondre à la grande question de la concertation et de l'association des acteurs dans ces projets habitat, c'est-à-dire sans parler de crowdfunding ou de solutions à ce point innovantes-là, est-ce que ça peut être des outils qui mobilisent aussi de l'épargne locale et donc associent des acteurs qui souhaitent investir dans l'immobilier dans ces centres et bourgs? Merci de faire court dans la réponse, parce qu'on a un déjeuner qui nous attend. Il y a encore 2 interventions que je demanderai d'être très rapides. Promis, je ferai court. Dans l'idée, je pensais plus à des outils d'aménagement quand je parlais de SPL. Mais bien évidemment, les outils de refabrication de l'offre, parce qu'en fait, il s'agit bien de ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin. Le besoin et la demande, c'est pas la même chose. Il y a un vrai besoin et il faut répondre avec une offre qui n'existe pas. Moi, je ne crois pas au partenariat public-privé pour résoudre ce genre de questions-là. Partenariat public-privé, c'est hors de prix, enfin, ça peut éventuellement marcher, et je n'y crois pas sur des grands machins. Je crois au contraire à la mobilisation des habitants. C'est-à-dire que je crois que c'est localement que ça va se reconstruire. L'expérience de Cornimont que je vous ai présentée trop rapidement est une expérience où finalement, les investisseurs, il n'y en a aucun qui vient de plus de 10 km. Les investisseurs sont locaux, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui se sont dit plutôt que chômer l'hiver, on va construire 3 pavillons, et si on en fait 3 tous les ans, on en aura fait 9 en 3 ans et on pourra loger 9 ménages. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est des associations locales de SCI fabriquées par des gens sur place, etc. Le rôle des collectivités locales à ce moment-là, c'est de dynamiser ce dispositif-là, c'est dire oui, je fais une place. Alors ça se conjugue à toutes les échelles. Quand la ville de Strasbourg s'est retrouvée avec 12 000 demandes de logement en instance, ce qu'elle a cherché, c'est les autopromoteurs en habitat pour relancer le dispositif. C'est-à-dire elle a remis à disposition 10 sites qui étaient interdits aux promoteurs. Voilà. Donc je pense qu'il faut tordre le marché pour que l'offre puisse être là en face de la réalité de la demande. C'est-à-dire que le capitalisme, mettez tous les guillemets qu'il faut, mais j'utilise ça pour faire bref, le capitalisme ne peut pas répondre à tout et est inadapté à cela. Par contre, l'esprit local, lui, peut le faire. Alors évidemment, l'épargne locale, etc., c'est évident que c'est une très très grande voie. Alors j'en reviens d'ailleurs sur la première question, c'est-à-dire que je crois qu'il faut bannir toutes les réponses systématiques. Par contre, il faut
avoir des études systémiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir une grande capacité d'analyse, de maîtrise d'œuvre dans la mise en place, mais surtout ne jamais répéter ce qui marche, parce que ce qui marche à un endroit ne marche jamais ailleurs. Madame, très rapide s'il vous plaît. Oui, Claude Coron, première adjointe à la mairie de Nolay en Côte d'Or. Alors j'ai bien compris, hein, le SCOT, le PLU, tout ça c'est des éléments, c'est des outils. Mais nous, ce qu'on recherche dans nos communes, nos petites communes, c'est aussi des leviers. Alors je comprends bien que le transport est un levier, ça c'est certain. Mais qu'est-ce qu'il en est aussi du numérique? Et voilà. Donc, plus une remarque, je pense, qu'une question, parce qu'on ne va pas apporter la réponse tout de suite, mais effectivement. Intervention de Pierre Terrier, puis ensuite on ira déjeuner, parce que tout le monde a faim. Merci. C'est en complément de ce qui vient d'être dit, d'ailleurs, et de Jean Cavaillès. C'est à M. Vérin que je vais m'adresser. J'ai été surpris que dans les facteurs d'attractivité du rural, vous ne mettiez pas en exergue le besoin des services collectifs, des services pour la collectivité estimée au niveau local, et des services aux personnes qui résident en rural. Un des grands problèmes, c'est quand même la désertification de ces types de services, et on sent très bien aujourd'hui que les territoires attractifs sont ceux qui offrent une gamme de services, aussi bien pour les services à la personne, les temps de détente, les clubs, les associations, qui font que la densité sociale est un facteur d'attraction. Et ce qui m'étonne, c'est que vous ne le traitiez pas, alors que par ailleurs, visiblement, vous avez une approche très, très ouverte des choses qui tournent autour de l'aménagement. Je vais tâcher... Ça y est, si, ça marche, il faut être patient. Je vais tâcher d'être très bref sur ça. En fait, j'ai été passer un mois dans les plateaux du nord de l'Inde cet été pour marcher, et je me suis rendu compte qu'il y avait une totale absence de service. Totale. Il n'y a rien. Vous tombez malade, il faut marcher 4 jours pour arriver à trouver un rebouteux qui vous guérit, donc vous avez toutes les chances de clamser avant. Et pourtant, toute la population y vit heureusement. C'est-à-dire que l'absence de moyens a obligé les populations à se fabriquer leurs services en interne. C'est-à-dire que leurs ressources sont 100% locales. Quand je disais il faut retourner le global et le local, je pense que nous ne pouvons pas attendre la même résolution des problèmes dans des territoires défavorisés que dans des territoires favorisés. Je suis élu dans une ville riche, très riche. Et on ne peut pas tout étendre à tout le monde. Donc je pense probablement que, mais j'ai été trop rapide sur ça, vous avez parfaitement raison, je pense probablement que ce sont les territoires eux-mêmes qui vont inventer leurs services. On en revient d'ailleurs à la question précédente. Je pense que les services de proximité, par exemple, vont se répandre, mais ils vont se répandre par voisinage. Ils ne vont pas se répandre par marché. Je pense que le marché public, la délégation de services publics comme outil de satisfaction des besoins de services est un outil qui n'est pas périmé, mais qui n'est absolument pas suffisant et qui ne peut pas tout couvrir. Donc probablement, c'est la solidarité intergénérationnelle, interpopulation à l'intérieur des zones qui va fonctionner. Et il nous faut pour cela réinventer un mode d'économie différent. C'est comme ça que les monnaies locales commencent à émerger. Enfin, il y a des explications très intéressantes en Allemagne qui sont très, très, très fortes sur ça. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Sacrée Croissance, que je vous engage à regarder très, très activement, parce qu'il explique comment on va pouvoir se rendre indépendant de la richesse que nous n'aurons plus. Enfin, je crois qu'il faut aussi faire le deuil de la consommation autant de services que de biens d'ailleurs, enfin, ou autant de services payants que de biens. C'était un peu pour ça que j'avais contracté. Cela étant, vous avez raison, la question de l'attractivité est toujours posée. Très bien, mais on aura justement des exemples cet après-midi de la manière dont les territoires se réapproprient ces questions d'attractivité et innovent sans attendre forcément une réponse descendante. Alors, je remercie les personnes qui